La nuit du 4 novembre 1860, pendant que le pays votait pour son avenir, un homme décida de voter avec du poison. Benjamin Crowley, esclave de 32 ans, attendit que son maître allume le cigare qui le tuerait. Ce ne fut pas un meurtre impulsif. Ce fut une exécution planifiée pendant 8 mois, minutieuse comme une horlogerie, froide comme la mort elle-même. Et personne, absolument personne, ne comprit ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et commentez de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire, comme toutes celles que nous racontons ici, repose sur des faits qui auraient pu se produire. Des faits qu'on préfère oublier. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Dans les dernières années précédant la guerre civile américaine, le comté de Beaufort, en Caroline du Sud, représentait l'aristocratie sudiste dans toute sa splendeur et sa cruauté. Les plantations de coton s'étendaient sur des milliers d'hectares, arrosées par la sueur et le sang de milliers d'esclaves. La région comptait parmi les plus riches du pays. Mais cette richesse reposait sur un système que même ses bénéficiaires savaient condamner. La plantation Riverside appartenait à la famille Crowley depuis 1787. 3 générations de maîtres s'y étaient succédées, chacune plus prospère que la précédente. En 1860, la propriété s'étendait sur près de 2000 hectares et employait 143 esclaves. Le maître actuel, Jonathan Crowley, âgé de 56 ans, jouissait d'une réputation contradictoire. Pour ses pairs, il était un gentilhomme cultivé, amateur de littérature française et de cigares cubains. Pour ses esclaves, il était quelque chose de bien différent. La demeure principale, une construction de style géorgien érigée en 1812, dominait la plantation comme un temple dédié à la richesse. Ses colonnes blanches, ses balcons en fer forgé et ses vastes pièces témoignaient d'un luxe presque obscène. Les jardins, entretenus par une douzaine d'esclaves, s'étendaient sur plusieurs acres, ornés de magnolias centenaires et de fontaines importées d'Europe. Mais derrière cette façade civilisée se cachait une réalité beaucoup plus sombre. Jonathan Crowley cultivait une image publique de maître éclairé. Il interdisait les châtiments corporels publics, permettait à ses esclaves de maintenir des liens familiaux et autorisait même des réunions religieuses le dimanche. Ses voisins le citaient en exemple, preuve que l'esclavage pouvait être humain et chrétien. Cette façade soigneusement construite masquait une vérité que seuls les habitants des quartiers d'esclaves connaissaient vraiment. Benjamin Crowley portait le nom de son maître, comme c'était la coutume. Il était né sur la plantation en 1828, fils de Martha, cuisinière en chef, et d'un père qu'il n'avait jamais connu, vendu avant sa naissance. Dès l'âge de 6 ans, Benjamin avait été formé comme domestique de maison, un privilège relatif qu'il avait épargné des travaux épuisants des champs. À 12 ans, il servait déjà à table lors des grands dîners. À 20 ans, il était devenu le valet personnel de Jonathan Crowley. Cette proximité avec le maître lui avait permis d'observer ce que les autres esclaves ne voyaient pas. Benjamin avait appris à lire en secret, profitant des moments où il rangeait la bibliothèque. Il avait développé une compréhension aiguë de la psychologie de son propriétaire, notant chaque habitude, chaque préférence, chaque faiblesse. Cette connaissance intime deviendrait son arme. L'année 1860 marqua un tournant dans l'histoire américaine. L'élection présidentielle opposait 4 candidats, mais seuls 2 comptaient vraiment. Abraham Lincoln pour les républicains et John Breckinridge pour les démocrates du Sud. La question de l'esclavage dominait tous les débats. Dans le comté de Beaufort, comme dans tout le Sud, on parlait déjà de sécession si Lincoln l'emportait. Les planteurs se réunissaient régulièrement pour discuter de leurs options, et Jonathan Crowley accueillait souvent ces rencontres à Riverside. Benjamin assistait à ces réunions, silencieux et invisible comme on attendait d'un bon domestique. Il servait le brandy, remplissait les verres de whisky, offrait les cigares. Et il écoutait. Il écoutait ces hommes discuter ouvertement de son avenir et de celui de tous ceux qui lui ressemblaient, comme s'ils débattaient du prix du coton ou de la météo.
Cette expérience quotidienne de sa propre invisibilité nourrissait quelque chose de profond en lui, quelque chose de froid et de patient. Au printemps de 1860, un incident changea tout. Sarah, la fille de 16 ans de Martha, fut transférée du travail au champ pour servir dans la maison principale. Elle était belle, ce qui, pour une jeune esclave, représentait souvent une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Jonathan Crowley la remarqua immédiatement. Benjamin, qui considérait Sarah comme sa sœur, bien qu'ils ne partagent pas le même père, comprit ce qui allait se passer. Il avait déjà vu ce schéma se répéter avec d'autres jeunes femmes. La nuit du 15 mars 1860 reste gravée dans la mémoire de Benjamin comme le moment où quelque chose se brisa définitivement en lui. Cette nuit-là, il entendit Sarah pleurer dans la chambre adjacente à celle du maître. Les murs épais de la demeure n'étouffaient pas complètement les sons. Il resta éveillé toute la nuit, les poings serrés, incapable d'agir, conscient que toute intervention signerait son arrêt de mort, et probablement celui de Sarah également. Le lendemain matin, Sarah descendit pour le petit déjeuner, le regard vide. Jonathan Crowley se comportait comme si rien ne s'était passé, lisant son journal en savourant son café. Benjamin servit le repas avec son efficacité habituelle, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois de sa vie, il ne voyait plus un homme assis à cette table. Il voyait une cible. Les semaines suivantes, le schéma se répéta. Sarah était régulièrement appelée dans les appartements du maître. Martha, sa mère, vieillissait visiblement sous le poids de l'impuissance. Elle ne pouvait rien faire. Aucune d'entre eux ne le pouvait. La loi protégeait Jonathan Crowley dans tous ses actes. Un esclave qui levait la main sur son maître était pendu, souvent après avoir été torturé. Toute la communauté d'esclaves connaissait ces histoires. Elles servaient d'avertissement. Mais Benjamin ne pensait pas à lever la main. Il pensait à quelque chose de bien plus subtil, quelque chose qui ne pourrait jamais être tracé jusqu'à lui. L'idée germa lentement, comme une graine plantée dans un sol fertile. Jonathan Crowley avait une passion, les cigares cubains. Il en fumait 3 par jour, religieusement. Un après le déjeuner, un après le dîner, et un dernier avant de se coucher. Cette habitude immuable représentait une routine si profondément ancrée qu'elle définissait le rythme de ses journées. Le maître conservait sa collection dans une cave à cigares spécialement conçue, située dans son bureau. La pièce, fermée à clé, n'était accessible qu'à lui et à Benjamin, qui devaient la nettoyer une fois par semaine. Les cigares étaient organisés par provenance et par année, certains valant plus que ce que la plupart des esclaves ne gagneraient jamais en une vie, s'ils avaient été payés pour leur travail. Jonathan traitait ses cigares avec plus de respect qu'il n'en accordait aux êtres humains qu'il possédait. Benjamin commença à observer, avec une attention méticuleuse, la routine du cigare. Il nota que Jonathan préférait certaines boîtes selon son humeur. Les Cohiba pour les jours de célébration, les Monte Cristo pour les soirées tranquilles, les Partagas pour les réunions importantes. Il remarqua également que le maître ne vérifiait jamais l'intérieur de ses cigares. Pourquoi l'aurait-il fait? Il venait de fournisseurs de confiance, stockés dans des conditions parfaites. La confiance de Jonathan en la qualité de ses cigares était absolue. C'est cette confiance que Benjamin décida d'exploiter. En avril 1860, Benjamin commença ses recherches. Il avait accès à la bibliothèque du maître, riche de plusieurs centaines de volumes. Pendant les moments où Jonathan était absent, généralement lors de ses visites à Charleston ou de ses inspections des champs, Benjamin lisait. Il cherchait des informations sur les poisons, les toxines naturelles, tout ce qui pourrait être utilisé de manière indétectable. Les livres de botanique du maître contenaient des descriptions de plantes vénéneuses. Benjamin découvrit que plusieurs espèces poussaient naturellement dans les environs de la plantation. La morelle noire, la digitale, le ricin, toutes étaient présentes dans les bois qui bordaient Riverside. Mais ces poisons, bien que mortels, présentaient des symptômes trop évidents. Les médecins de l'époque, même avec leurs connaissances limitées, pourraient reconnaître les signes d'un empoisonnement. Il lui fallait quelque chose de plus subtil, quelque chose qui imiterait une mort naturelle.
C'est dans un volume sur les maladies tropicales qu'il trouva sa réponse. Le livre, écrit par un médecin britannique ayant servi aux Caraïbes, décrivait en détail une toxine dérivée de certains champignons. À dose spécifique, cette toxine pouvait provoquer une insuffisance cardiaque qui ressemblait en tout point à une crise naturelle. Les symptômes se développaient progressivement sur plusieurs heures, donnant l'impression d'une attaque progressive du cœur. Le livre mentionnait également que cette toxine était particulièrement insidieuse, car elle était difficile à détecter, même lors d'une autopsie. Les médecins de l'époque attribuaient généralement de tels décès à une défaillance naturelle du cœur, surtout chez les hommes d'âge mûr. Jonathan Crowley, à 56 ans, avec son penchant pour les repas riches et les alcools forts, serait un candidat parfait pour ce type de mort apparemment naturelle. Mais Benjamin rencontra un problème majeur. Il ne pouvait identifier avec certitude les champignons décrits dans le livre. Les illustrations étaient en noir et blanc. Les descriptions techniques dépassaient souvent sa compréhension. Une erreur dans l'identification pourrait soit ne rien provoquer, soit causer une mort trop suspecte. Il devait trouver une autre voie. Les mois de mai et juin passèrent dans une tension croissante. L'élection approchait, et avec elle, la possibilité d'un changement radical. Les discussions dans les quartiers d'esclaves se faisaient plus audacieuses, plus pleines d'espoir. Certains parlaient ouvertement de la possibilité de la liberté si Lincoln gagnait. D'autres, plus cyniques ou plus réalistes, avertissaient que les maîtres ne lâcheraient jamais prise sans se battre. Sarah, pendant ce temps, s'éteignait lentement. Elle avait perdu du poids, ne souriait plus, passait ses journées dans un état de détachement qui inquiétait profondément sa mère. Martha, déchirée entre sa peur et son désespoir, ne trouvait aucun moyen de protéger sa fille. Elle tenta une fois d'intercéder auprès de l'épouse de Jonathan, Eleanor Crowley, une femme pieuse qui parlait souvent de charité chrétienne. Eleanor écouta poliment la requête de Martha, puis répondit avec une froideur qui glaça le sang de la cuisinière. « Il est préférable que ton enfant apprenne à accepter sa place et à servir avec gratitude. Mon mari est généreux avec ses gens. Beaucoup de jeunes filles, dans sa position ailleurs, connaissent des destins bien pires. » Cette réponse, rapportée à Benjamin par sa mère en larmes, confirma ce qu'il savait déjà. Il n'y aurait pas de justice par les voies normales. La loi, la religion, la morale, tout cela protégeait les maîtres et condamnait les esclaves. Si quelque chose devait changer, ce serait par ses propres moyens. En juillet, Benjamin eut une conversation qui changea le cours de ses plans. Parmi les esclaves de Riverside travaillait un homme nommé Elijah, âgé de 63 ans, qui servait comme palefrenier principal. Elijah avait une histoire inhabituelle. Avant d'être vendu à Riverside 20 ans auparavant, il avait appartenu à une plantation en Louisiane où il travaillait comme assistant auprès d'un apothicaire qui employait des esclaves pour préparer ses remèdes. Elijah avait appris beaucoup durant ces années. Il savait quelles plantes soignaient et lesquelles tuaient. Il connaissait des secrets que même les médecins blancs ignoraient. Des savoirs transmis discrètement entre esclaves. Des connaissances que leurs ancêtres avaient apportées d'Afrique et adaptées aux plantes du Nouveau Monde. Benjamin s'approcha de lui avec précaution, testant d'abord sa confiance avec des questions générales sur les plantes médicinales. Elijah, méfiant au début, comprit rapidement que Benjamin cherchait quelque chose de spécifique. Une nuit, alors qu'ils étaient seuls dans l'écurie, le vieil homme demanda directement « Qu'est-ce que tu cherches vraiment, fils ?» Benjamin hésita, puis décida de faire confiance. Il ne révéla pas son plan entier, mais il expliqua qu'il cherchait quelque chose qui pourrait rendre justice sans être découvert. Elijah le regarda longuement, ses yeux anciens pesant le jeune homme devant lui. Finalement, il hocha la tête. « Il existe une plante, » dit Elijah à voix basse. « Nous l'appelons le doigt du diable. Les Blancs l'appellent digital pourpre. Elle pousse dans les endroits ombragés, près des cours d'eau. Ses fleurs sont belles, violettes comme un crépuscule, mais son cœur est mortel. » Elijah expliqua que la digitale, préparée correctement, pouvait provoquer des palpitations cardiaques et une insuffisance progressive.
À petite dose répétée, elle affaiblissait le cœur lentement. À une dose plus importante, elle pouvait provoquer une crise fatale qui ressemblerait à une attaque naturelle. Le poison était d'autant plus parfait qu'il était parfois utilisé en médecine à doses infimes pour traiter certains troubles cardiaques. Sa présence dans le corps ne paraîtrait pas nécessairement suspecte. « Mais écoute-moi bien », continua Elijah, sa voix devenant plus grave. « Ce que tu envisages, ça te changera pour toujours. Même si personne ne découvre jamais ce que tu as fait, toi tu le sauras. Ça reste avec toi. Ça devient une partie de qui tu es. Tu dois être certain, absolument certain, que tu peux vivre avec ça. » Benjamin pensa à Sarah, à sa mère, à toutes les autres qui avaient souffert et souffriraient encore sous le règne de Jonathan Crowley. Il pensa aux années d'humiliation, de peur, d'impuissance. Il pensa à l'hypocrisie d'un système qui prétendait être chrétien et civilisé tout en réduisant des êtres humains à la condition de propriété. Et il sut qu'il était certain. Elijah lui enseigna comment identifier la digitale, comment récolter ses feuilles au bon moment, comment les préparer pour en extraire la toxine. Il lui expliqua qu'il fallait sécher les feuilles lentement dans l'obscurité, puis les broyer en une poudre fine. Cette poudre, mélangée à un liquide ou dissimulée dans de la nourriture, serait pratiquement indétectable. Mais Benjamin avait une idée plus ingénieuse. Il ne voulait pas empoisonner la nourriture ou les boissons de Jonathan. Trop de gens touchaient ces éléments, trop de risques d'être découverts. Non, il voulait utiliser le vice même du maître contre lui. Il voulait empoisonner ses cigares. L'idée était brillante dans sa simplicité. Jonathan roulait souvent lui-même certains de ses cigares, un hobby qu'il avait développé des années auparavant. Il conservait du tabac de qualité et des feuilles de cap dans son bureau, et passait parfois des heures à préparer méticuleusement ses propres créations. Ses cigares personnels étaient ses préférés, ceux qu'il fumait lors des occasions spéciales. Benjamin avait accès au bureau pour le nettoyage. Il savait où Jonathan conservait son tabac à rouler, ses feuilles de cap, ses outils. Il réalisa qu'il pourrait contaminer le tabac lui-même, mélanger la poudre de digital directement dans les feuilles. Quand Jonathan roulerait son prochain cigare, il incorporerait le poison sans le savoir. Quand il le fumerait, il inhalerait sa propre mort. Le plan présentait un avantage majeur. Même si quelqu'un découvrait finalement la présence de digital, elle serait dans le cigare, pas dans le corps. Et qui soupçonnerait qu'un cigare roulé par le maître lui-même pourrait être empoisonné? Tout le monde penserait qu'il s'agissait d'une contamination accidentelle du tabac, si tant est qu'ils y pensent. Août et septembre furent consacrés à la préparation minutieuse. Benjamin localisa plusieurs plants de digital dans les bois bordant la plantation. Il en récolta les feuilles discrètement lors de ses rares moments de liberté le dimanche. Il les fit sécher dans un endroit secret qu'il avait découvert dans les combles de la demeure, un espace inutilisé où personne ne venait jamais. Le processus était lent et exigeait une patience extrême. Elijah avait insisté sur l'importance du séchage correct. Trop rapide. Et les feuilles perdraient leur puissance. Trop lent. Et elles pourraient moisir. Benjamin contrôlait le processus tous les jours, touchant délicatement les feuilles pour tester leur état, les tournant pour assurer un séchage uniforme. Pendant ce temps, il observait Jonathan avec une attention encore plus méticuleuse. Il nota que le maître prévoyait de rouler de nouveaux cigares début octobre en préparation d'une grande réception qu'il organiserait le soir des élections. Eleanor Crowley avait invité plusieurs familles importantes du comté pour suivre les résultats électoraux ensemble. Ce serait une soirée de célébration, convaincus comme ils l'étaient tous que Lincoln ne pourrait pas gagner. Benjamin réalisa que cette soirée offrait l'opportunité parfaite. Jonathan roulerait ses cigares spéciaux pour l'occasion. Il en fumerait un pendant la soirée, entouré d'amis, de familles, de témoins respectables qui tous confirmeraient qu'il n'y avait rien d'inhabituel. Si quelque chose se passait, ce serait au milieu de l'excitation des résultats électoraux, quand tout le monde serait distrait. Début octobre, Benjamin broya les feuilles séchées en une poudre extrêmement fine.
Il utilisa un pilon et un mortier qu'il avait subtilisés de la cuisine, travaillant de nuit dans les combles, à la lueur d'une seule bougie. La poudre devait être parfaitement homogène pour se mélanger invisiblement au tabac. Toute variation de texture pourrait éveiller les soupçons de Jonathan, qui connaissait intimement ces matériaux. Le processus prit plusieurs nuits. Benjamin réduisait la poudre, la tamisait, la réduisait encore. Ses mains tremblaient parfois, non de peur, mais d'anticipation. Il pensait à ce moment comme à un acte de justice, une correction d'un univers profondément déséquilibré. Dans sa tête, il ne préparait pas un meurtre. Il exécutait une sentence. Le 12 octobre, Jonathan annonça qu'il roulerait ses cigares le lendemain. Il demanda à Benjamin de préparer son bureau, de sortir tout le matériel nécessaire, de s'assurer que tout était parfait. C'était le moment que Benjamin attendait. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta allongé sur sa paillasse dans les quartiers d'esclaves, écoutant les respirations des autres autour de lui. Il pensa à sa mère Martha, qui avait consacré sa vie entière à servir une famille qui ne la considérait même pas comme pleinement humaine. Il pensa à Sarah, dont la lumière s'était éteinte sous les assauts répétés. Il pensa à son propre père, dont il ne connaîtrait jamais le visage, vendu comme on vend du bétail. Le lendemain matin, Benjamin prépara le bureau comme demandé. Il disposa les outils de Jonathan, le couteau de coupe, la guillotine, les moules, les bandes de gomme arabique. Il sortit les boîtes de feuilles de cap, triées par qualité et par couleur. Et il sortit le grand pot de tabac à rouler, celui que Jonathan préférait par-dessus tout, un mélange qu'il avait lui-même créé au fil des années. Pendant que Jonathan prenait son petit déjeuner, Benjamin ouvrit le pot de tabac dans le bureau. Il versa la poudre de digital directement dans le tabac, puis mélangea soigneusement avec ses mains. La poudre était si fine qu'elle disparaissait complètement dans les feuilles sèches. Il n'y avait aucune différence visible, aucune odeur suspecte. Le mélange était parfait. Puis Benjamin referma le pot, se lava soigneusement les mains et sortit du bureau. Son cœur battait si fort qu'il craignait que quelqu'un ne l'entende. Mais personne ne remarqua rien. Il était juste Benjamin, le valet invisible, accomplissant ses tâches avec l'efficacité habituelle. Jonathan passa toute l'après-midi dans son bureau, roulant méticuleusement ses cigares. Benjamin apportait du café, remplissait la carafe d'eau, répondait aux demandes de son maître. Il observait Jonathan manipuler le tabac empoisonné, le rouler dans les feuilles de cap, presser et façonner chaque cigare avec la fierté d'un artisan. Le maître était de bonne humeur, plaisantant sur l'élection à venir, confiant dans la victoire du Sud. Ces cigares seront parfaits pour célébrer la défaite des abolitionnistes, dit Jonathan, admirant son travail. J'ai hâte de les partager avec mes amis mardi soir. Benjamin acquiesça silencieusement, son visage ne trahissant aucune émotion. À l'intérieur, quelque chose de froid et de résolu s'était installé. Il savait qu'il avait franchi un point de non-retour. Les cigares étaient prêts. La mort de Jonathan Crowley était désormais une question de temps. Les jours suivants furent une torture psychologique pour Benjamin. Il devait maintenir sa routine habituelle, servir son maître avec la même efficacité, ne montrer aucun signe de ce qu'il avait fait. Mais intérieurement, son esprit tournait constamment. Avait-il utilisé assez de poison? Trop. Le mélange était-il suffisamment homogène? Jonathan remarquerait-il quelque chose d'inhabituel dans le goût? Le dimanche précédant l'élection, Benjamin assista au service religieux organisé pour les esclaves. Le prédicateur, un ministre blanc qui venait une fois par mois, parlait de l'obéissance, du devoir, de l'acceptation de sa place dans l'ordre divin des choses. Benjamin écoutait, le visage impassible, mais à l'intérieur, il hurlait contre l'hypocrisie de tout cela. Comment pouvait-il parler d'un Dieu d'amour et de justice tout en maintenant un système aussi cruel? Après le service, Martha s'approcha de lui. Elle avait remarqué quelque chose de différent chez son fils, une tension dans ses épaules, un regard distant. « Tu vas bien, Benjamin ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda, cette femme qu'il avait élevée dans l'ombre de l'esclavage, qui avait supporté tant de choses avec une dignité silencieuse. Il voulait lui dire ce qu'il avait fait,
lui expliquer qu'il essayait de protéger Sarah, de rendre justice. Mais il ne pouvait pas. Pour sa propre protection, elle devait rester ignorante. Si quelque chose tournait mal, elle devait pouvoir jurer honnêtement qu'elle ne savait rien. « Je vais bien, maman, » répondit-il. « Je suis juste fatigué. » Elle le serra brièvement contre elle, un geste rare dans un endroit où même les liens familiaux entre esclaves étaient considérés comme une concession du maître. « Fais attention à toi, » murmura-t-elle. « J'ai peur que quelque chose de terrible ne se prépare. » Elle avait raison, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Le lundi, la veille de l'élection, la plantation bourdonnait d'activité. Eleanor Crowley supervisait les préparatifs pour la réception du lendemain. Des domestiques nettoyaient frénétiquement chaque pièce de la demeure. Martha et son équipe préparaient un festin élaboré. Les meilleurs vins étaient sortis de la cave. L'argenterie était polie jusqu'à briller. Jonathan, pendant ce temps, se promenait dans la plantation avec une satisfaction évidente. Il inspectait les champs, discutait avec son régisseur, vérifiant que tout était en ordre. Le soir, il s'installa dans son bureau avec un brandy, examinant ses cigares fraîchement roulés avec fierté. Benjamin, servant le brandy, observait la scène avec un détachement étrange. Dans moins de 24 heures, cet homme serait mort. « Benjamin, » dit soudain Jonathan, « sélectionne 3 de mes cigares pour demain soir. Je veux offrir les meilleurs à Judge Henderson et au colonel Pritchard. Choisis-en 3 parmi ceux que j'ai roulés la semaine dernière. » Le sang de Benjamin se glaça. Les cigares qu'il avait empoisonnés étaient ceux que Jonathan avait roulés la semaine dernière. Si 3 d'entre eux étaient fumés par d'autres hommes, des hommes innocents mourraient. Des hommes qui perpétuaient certainement le système, qui possédaient eux-mêmes des esclaves, mais qui n'étaient pas directement responsables des souffrances de Sarah et de tant d'autres à Riverside. Benjamin se retrouvait face à un dilemme moral qu'il n'avait pas anticipé. Devait-il avertir d'une manière ou d'une autre? Mais comment pourrait-il le faire sans se trahir? Devait-il accepter que d'autres meurent pour atteindre sa cible? La justice qu'il cherchait justifiait-elle la mort de ceux qui, bien que complices du système, n'étaient pas à Jonathan Crowley? Cette nuit-là, Benjamin ne trouva pas le sommeil. Il tournait et retournait le problème dans sa tête. Finalement, vers 3 heures du matin, il prit une décision. Il irait dans le bureau avant l'aube et marquerait subtilement les cigares empoisonnés d'une manière que seul lui pourrait reconnaître. Puis, le lendemain soir, il s'arrangerait pour que seul Jonathan reçoive un cigare marqué. Le plan était risqué. Si quelqu'un remarquait sa manipulation, tout serait perdu. Mais il ne pouvait pas vivre avec la mort d'hommes qu'il n'avait pas jugés coupables. Aussi tordu que soit son acte, il gardait une certaine éthique dans son entreprise de justice personnelle. Avant l'aube du mardi 6 novembre, Benjamin se glissa dans le bureau. Il utilisa une aiguille fine pour faire une minuscule perforation dans la bande d'un seul cigare, celle que Jonathan avait l'habitude de fumer le soir. La marque était invisible à moins d'examiner le cigare de très près. Puis, il rangea ce cigare spécifique dans une position qu'il pourrait identifier facilement. Le mardi 6 novembre 1860 se leva sur un ciel gris et bas. L'air était chargé d'humidité, annonçant peut-être de la pluie pour la soirée. Dans le comté de Beaufort, comme partout dans le sud, les hommes se préparaient à voter. Les esclaves, bien sûr, ne votaient pas. Ils observaient de loin ce processus démocratique dont ils étaient exclus, sachant que le résultat déterminerait leur avenir sans qu'ils aient leur mot à dire. Jonathan Crowley se leva de bonne heure, excité comme un enfant avant une fête. Il s'habilla avec soin, choisissant son meilleur costume, ses boutons de manchette en or. Il prit un petit déjeuner copieux, discutant avec Eleanor des préparatifs de la soirée. Tout devait être parfait pour accueillir leurs invités. À 10 heures, Jonathan partit voter, accompagné de plusieurs de ses voisins planteurs. Benjamin l'aida à monter dans la calèche, tenant le marchepied, ajustant le manteau de son maître. Jonathan ne le regarda même pas, trop absorbé par sa conversation avec le colonel Pritchard sur les perspectives électorales.
Pendant l'absence du maître, la demeure continua de s'activer. Martha supervisait la préparation d'un rôti de porc massif, de plusieurs volailles, de dizaines de plats d'accompagnement. Sarah, le regard toujours aussi vide, aidait à dresser la grande table de la salle à manger. Benjamin vérifia que les carafes étaient remplies, que les verres étaient impeccables, que tout était exactement comme Jonathan l'exigeait. Dans l'après-midi, les premières nouvelles de l'élection commencèrent à circuler. Les esclaves, écoutant les conversations des Blancs, transmettaient les informations en murmures rapides. Il semblait que le vote du Nord favorisait massivement Lincoln. Dans le Sud, Breckinridge dominait comme prévu. Mais ce qui comptait, c'était le nombre total de grands électeurs. Et là, les nouvelles n'étaient pas bonnes pour le Sud. Les invités commencèrent à arriver vers 18 heures. Judge Henderson et sa femme, le colonel Pritchard et sa famille, les Whitfield, les Pemberton, les Ashworth. Toutes les familles importantes du comté convergeaient vers Riverside. Ils venaient pour célébrer ce qu'ils pensaient être une victoire assurée et pour discuter de leurs options si, contre toute attente, Lincoln gagnait. Le dîner fut somptueux. Benjamin servit à table avec l'aide de 2 autres domestiques, s'assurant que les verres étaient toujours pleins, que les plats circulaient correctement. Les conversations étaient animées, pleines de confiance et d'arrogance. Ces hommes et ces femmes ne doutaient pas de leur supériorité, de leur droit à posséder d'autres êtres humains, de la légitimité de leur mode de vie. Vers 20 heures, après le dîner, les hommes se retirèrent dans la bibliothèque pour leurs cigares et leur brandy, tandis que les femmes restaient au salon. C'était le moment que Benjamin attendait et redoutait à la fois. Jonathan ouvrit sa boîte de cigares personnelle avec fierté, offrant ses créations à ses invités. « Messieurs, j'ai roulé ces cigares moi-même la semaine dernière, » annonça-t-il. « Vous m'en direz des nouvelles. » Benjamin observait, son cœur battant la chamade. Il vit Jonathan prendre le cigare marqué, celui avec la minuscule perforation qu'il était seul à pouvoir identifier. Judge Henderson et le colonel Pritchard choisirent 2 autres cigares de la boîte, des cigares que Benjamin n'avait pas empoisonnés, car ils avaient été roulés après son intervention. Le hasard, le destin, ou simplement la chance, fit que les autres invités préférèrent les cigares cubains de la collection de Jonathan plutôt que ses créations personnelles. Seuls 3 cigares de la boîte empoisonnée furent distribués, et par une coïncidence extraordinaire, 2 d'entre eux étaient inoffensifs. Les hommes allumèrent leurs cigares, s'installèrent dans les fauteuils en cuir de la bibliothèque et commencèrent à discuter sérieusement. Des messagers arrivaient régulièrement avec des nouvelles des bureaux de vote. Les résultats qui arrivaient confirmaient les pires craintes du Sud. Lincoln gagnait État après État dans le Nord. Les probabilités tournaient inexorablement en sa faveur. L'atmosphère dans la bibliothèque se transforma graduellement. L'excitation initiale fit place à une tension croissante, puis à une colère sourde. Ces hommes voyaient leur monde s'effondrer en temps réel. Ils parlaient ouvertement de sécession maintenant, non plus comme une menace théorique, mais comme une nécessité immédiate. Jonathan fumait son cigare lentement, savourant chaque bouffée comme il avait l'habitude de le faire. Benjamin, servant le brandy, l'observait discrètement. Il cherchait des signes, n'importe quel changement qui indiquerait que le poison agissait. Mais il ne voyait rien. Jonathan paraissait parfaitement normal. 1 heure passa, puis une autre. Les nouvelles continuaient d'arriver, de plus en plus mauvaises pour le Sud. Lincoln allait gagner, c'était maintenant certain. La rage dans la bibliothèque était palpable. Les hommes parlaient de prendre les armes, de former des milices, de se préparer à la guerre. Vers 22 heures, alors que Benjamin remplissait les verres pour la 10e fois, Jonathan toussa légèrement. C'était un petit détail, rien de remarquable, mais Benjamin le nota. Quelques minutes plus tard, Jonathan toussa à nouveau, plus fort cette fois. Il porta sa main à sa poitrine, fronçant légèrement les sourcils. « Vous allez bien, Jonathan ?» demanda le colonel Pritchard. « Oui, oui », répondit Jonathan, écartant la question d'un geste. « Juste un peu d'indigestion. »
Ce rôti était peut-être un peu trop riche. Mais Benjamin voyait ce que les autres ne voyaient pas encore. Jonathan avait commencé à transpirer légèrement. Sa respiration était devenue un peu plus laborieuse. Le poison agissait, lentement, mais sûrement. 23 heures. Un messager arriva avec la confirmation définitive. Abraham Lincoln serait le 16e président des États-Unis. La bibliothèque explosa en protestations furieuses. Les hommes se levèrent, gesticulant, parlant tous en même temps. L'union était finie. La Caroline du Sud ferait sécession. La guerre était inévitable. Au milieu de ce chaos, Jonathan se leva également, mais son mouvement fut plus lent, plus hésitant. Il porta à nouveau sa main à sa poitrine, son visage pâlissant visiblement. « Je me sens... » commença-t-il, puis il s'arrêta, respirant avec difficulté. Éléonore, alertée par le bruit, arriva de la salle de séjour. Elle vit immédiatement que quelque chose n'allait pas avec son mari. « Jonathan, mon Dieu, tu es pâle comme un spectre. »« Mon cœur, » murmura Jonathan. Et soudain, ses genoux cédèrent. Le colonel Pritchard le rattrapa avant qu'il ne s'écroule complètement. Les autres hommes se précipitèrent pour aider. Ils étendirent de Jonathan sur le canapé de la bibliothèque, desserrèrent sa cravate, ouvrirent les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. « Quelqu'un allait chercher le docteur Brennan !» cria Éléonore paniquée. « Vite !» Un domestique fut immédiatement envoyé à cheval chez le médecin, qui vivait à quelques kilomètres de là. Pendant ce temps, Jonathan luttait pour respirer, sa main serrée sur sa poitrine. Son visage avait pris une teinte grisâtre, ses lèvres commençaient à bleuir légèrement. Benjamin observait de son poste près de la porte, son expression soigneusement neutre. À l'intérieur, son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. Une partie de lui ressentait une satisfaction froide en voyant son plan se réaliser. Mais une autre partie, plus profonde et plus troublante, était horrifiée par ce qu'il avait fait. Regarder un homme mourir lentement, même un homme qu'il haïssait, était une expérience différente de l'avoir planifié dans l'abstrait. Les invités se pressaient autour de Jonathan, offrant des suggestions inutiles. Éléonore pleurait, tenant la main de son mari. Les femmes s'étaient rassemblées dans l'embrasure de la porte, leur visage montrant un mélange de peur et de fascination morbide. Jonathan essayait de parler, mais les mots sortaient difficilement. « Le cigare », murmura-t-il à un moment, et le cœur de Benjamin s'arrêta presque. Avait-il remarqué quelque chose? Allait-il révéler un soupçon avant de mourir? Mais Jonathan continua. « Était excellent. » Et il sourit faiblement, même dans son agonie, fier de son savoir-faire jusqu'au bout. Le docteur Brennan arriva 30 minutes plus tard, essoufflé d'avoir chevauché aussi vite. Il examina rapidement Jonathan, prenant son pouls, écoutant son cœur, vérifiant ses pupilles. Son visage s'assombrit progressivement. « C'est une attaque du cœur », annonça-t-il gravement. « Sévère. Je ne peux pas promettre. » Jonathan eut encore 2 crises cette nuit-là, chacune plus violente que la précédente. Son corps se convulsait, luttant contre le poison qui arrêtait progressivement son cœur. Éléonore ne quitta pas son chevet, priant à voix haute, suppliant Dieu de ne pas lui prendre son mari. Les invités, mal à l'aise devant cette scène de mort, commencèrent à partir peu après minuit. Ils présentaient leurs condoléances anticipées, promettaient de revenir le lendemain pour prendre des nouvelles. La soirée qui devait célébrer une victoire politique s'était transformée en veillée funèbre. À 3 heures du matin, le 7 novembre 1860, Jonathan Crowley eut une dernière grande convulsion. Son corps se raidit, ses yeux s'ouvrirent largement, fixant quelque chose que seul lui pouvait voir. Puis il s'effondra, immobile. Le docteur Brennan vérifia son pouls, écouta son cœur. Il secoua lentement la tête. Il est parti. Je suis désolé, Éléonore. Son cœur a lâché. Éléonore s'effondra en sanglots sur le corps de son mari. Les domestiques présents, y compris Benjamin, gardèrent une distance respectueuse, leur tête baissée en signe de respect obligatoire. Benjamin regardait le corps de Jonathan Crowley et ressentait du vide. Pas de triomphe, pas de joie, pas même de satisfaction. Juste un vide froid.
Il avait accompli ce qu'il s'était fixé comme objectif. Il avait tué son maître. Mais le soulagement qu'il espérait ne venait pas. À la place, il y avait seulement la conscience aiguë qu'il avait traversé une frontière qu'il ne pourrait jamais retraverser. Les jours qui suivirent la mort de Jonathan Crowley furent marqués par un chaos à plusieurs niveaux. Au niveau personnel, Eleanor devait organiser les funérailles de son mari tout en gérant un patrimoine considérable. Au niveau régional, le comté de Beaufort, comme toute la Caroline du Sud, se préparait à la sécession. Au niveau national, le pays se dirigeait vers la guerre civile. Le docteur Brennan signa le certificat de décès sans hésitation. Cause de la mort, insuffisance cardiaque. Il expliqua à Eleanor que Jonathan avait probablement des problèmes cardiaques non diagnostiqués depuis des années. Le stress de la soirée, l'excitation des résultats électoraux, la colère provoquée par la victoire de Lincoln, tout cela avait contribué à déclencher l'attaque fatale. C'était une explication parfaitement plausible, et personne ne la remit en question. Les funérailles eurent lieu le 9 novembre. Toute la communauté blanche du comté était présente. Les esclaves de Riverside assistèrent également, formant une masse silencieuse derrière les Blancs, leurs expressions soigneusement neutres. Benjamin se tenait avec les autres domestiques, écoutant le pasteur parler de Jonathan comme d'un homme de bien, un pilier de la communauté, un chrétien exemplaire. Le pasteur ne mentionnait pas, bien sûr, les jeunes femmes esclaves que Jonathan avait violées. Il ne parlait pas des familles qu'il avait séparées en vendant des enfants loin de leurs parents. Il ne mentionnait pas la cruauté quotidienne, banale, qui caractérisait vraiment l'homme. La mort avait transformé Jonathan en saint, comme elle le faisait toujours pour les hommes riches et puissants. Sarah assistait aux funérailles, se tenant près de sa mère. Benjamin remarqua quelque chose de différent en elle ce jour-là. Pour la première fois depuis des mois, il y avait une lueur dans ses yeux. Ce n'était pas de la joie, exactement. C'était quelque chose de plus complexe, un mélange de soulagement, de confusion et peut-être de culpabilité pour ressentir du soulagement. Eleanor, veuve maintenant, se retrouvait dans une position difficile. Selon la loi de Caroline du Sud, une femme ne pouvait pas gérer seule une plantation de cette taille. Le frère de Jonathan, Samuel Crowley, qui vivait à Charleston, vint prendre en charge la gestion de Riverside. C'était un homme plus jeune, moins intéressé par l'agriculture que par les affaires commerciales. Il était également connu pour être plus brutal dans son traitement des esclaves, moins préoccupé par les apparences de civilité que Jonathan avait maintenues. Dans les semaines suivant les funérailles, Benjamin observa les changements s'installer. Samuel embauchait un nouveau régisseur, un homme avec une réputation de dureté. Les règles se durcissaient. Les petites libertés que Jonathan avait permises disparaissaient une à une. L'ironie n'échappait pas à Benjamin. En tuant son maître, il avait peut-être empiré la situation pour tous les esclaves de Riverside. Le 20 décembre 1860, la Caroline du Sud vota pour faire sécession de l'Union. D'autres États du Sud suivirent rapidement. En avril 1861, les premiers coups de feu de la guerre civile furent tirés à Fort Sumter, à quelques kilomètres seulement de Beaufort. La guerre transforma tout. Les hommes blancs partaient combattre, laissant les plantations sous gardées. Les esclaves commençaient à s'échapper, fuyant vers les lignes de l'Union. Des rumeurs de liberté circulaient constamment, alimentant un espoir grandissant. En novembre 1861, exactement un an après la mort de Jonathan Crowley, les forces de l'Union capturèrent le comté de Beaufort. Ce fut l'une des premières victoires nordistes significatives. Les planteurs blancs fuirent précipitamment, abandonnant leurs propriétés. Eleanor Crowley et Samuel s'échappèrent à Charleston, emportant ce qu'ils pouvaient de leurs biens précieux. Les esclaves de Riverside se réveillèrent un matin pour découvrir que leur maître était parti. Ils étaient, de facto sinon de jure, libres. Ce fut un moment étrange, désorientant. Après des générations d'esclavage, la liberté arrivait soudainement, sans cérémonie, presque accidentellement. Benjamin se tenait dans la grande demeure maintenant vide, regardant le bureau où Jonathan avait roulé ses derniers cigares.
Il pensa à tout ce qui s'était passé depuis cette nuit. Il pensa au prix de sa vengeance, pas seulement le prix moral qu'il portait dans son âme, mais les conséquences imprévues pour les autres. Martha vint le trouver ce jour-là. Elle avait vieilli considérablement au cours de l'année écoulée, son visage marqué par les soucis et les épreuves. « Je sais ce que tu as fait », dit-elle simplement. Benjamin se figea. « Maman, je ne sais pas de quoi. Ne me mens pas, fils. » Elle l'interrompit doucement. « Je suis ta mère. Je te connais. J'ai vu comment tu regardais le maître dans ces derniers mois. J'ai vu comment tu as changé après sa mort. Et Elijah m'a parlé. » Benjamin sentit son monde s'effondrer. Si sa mère savait, si Elijah avait parlé, alors d'autres pouvaient savoir aussi. Mais Martha posa sa main sur son bras. Un geste de réconfort, pas d'accusation. « Tu l'as fait pour Sarah, je le sais. Tu l'as fait pour nous tous. Et je ne te juge pas pour ça. Dieu me pardonne, mais je ne te juge pas. Mais Benjamin, tu dois comprendre quelque chose. Ce que tu as fait, ça te changera pour toujours. Tu as pris une vie, aussi justifiée que tu penses que c'était. Ça reste avec toi. Ça devient une partie de toi. » C'était presque exactement les mots qu'Elijah avait utilisés. Benjamin réalisa que ces deux personnes, qu'il aimait, avaient essayé de l'avertir. Mais il avait choisi son chemin de toute façon. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda Martha. « Maintenant que tu as eu le temps d'y réfléchir, est-ce que ça en valait vraiment la peine ?» Benjamin ne répondit pas immédiatement. Il pensa à Sarah, qui semblait lentement retrouver une partie de ce qu'elle avait perdu. Il pensa aux nuits où il se réveillait, voyant le visage de Jonathan dans l'obscurité, revivant encore et encore ce moment où il avait mélangé le poison dans le tabac. Il pensa au poids qu'il portait maintenant, un poids invisible mais constant. « Je ne sais pas, » répondit-il finalement. « Honnêtement, je pense que je ne saurai jamais vraiment. » Les années suivantes virent des changements massifs. La guerre civile se poursuivit pendant 4 longues années, déchirant le pays. En janvier 1863, Lincoln émit la proclamation d'émancipation, libérant officiellement les esclaves dans les États confédérés. En 1865, le 13e amendement abolit l'esclavage dans tout le pays. Benjamin Crowley, qui avait pris le nom comme marque d'ironie et de défi, vécut pour voir la liberté qu'il avait tant désirée. Mais ce n'était pas la liberté simple qu'il avait imaginée. C'était une liberté compliquée par la pauvreté, le racisme persistant, les lois Jim Crow qui émergeraient dans le sud de l'après-guerre. Il ne retourna jamais vivre à Riverside. Après que les forces de l'Union aient pris contrôle du comté, il s'engagea comme guide pour l'armée, utilisant sa connaissance intime de la région pour aider les troupes nordistes. Après la guerre, il s'installa dans une petite ville du nord, où personne ne le connaissait, où il pouvait être juste un homme parmi d'autres. Sarah se maria en 1866 avec un homme libre du Nord, un menuisier qu'il avait rencontré pendant la reconstruction. Ils eurent 3 enfants. Elle ne parla jamais de ce qui lui était arrivé à Riverside, enfouissant ses souvenirs dans un endroit profond où il ne pourrait pas la blesser. Parfois, Benjamin se demandait si son acte avait vraiment changé quelque chose pour elle, ou si les cicatrices étaient trop profondes pour jamais guérir complètement. Martha vécut jusqu'à 1882, assez longtemps pour voir ses petits-enfants grandir libres. Sur son lit de mort, elle appela Benjamin et lui dit « J'ai prié chaque jour pour ton âme, fils. J'ai demandé à Dieu de te pardonner, parce que je sais que tu as du mal à te pardonner toi-même. Mais souviens-toi de ceci, tu as agi par amour, même si l'acte était terrible. L'amour ne justifie pas tout, mais il compte pour quelque chose. » Elijah mourut pendant la guerre, emportant avec lui les secrets qu'il connaissait. Il n'avait jamais trahi Benjamin. Gardant le silence jusqu'à la fin, un dernier acte de solidarité entre hommes qui avaient souffert ensemble sous l'esclavage. La plantation Riverside fut confisquée par le gouvernement fédéral et divisée entre plusieurs familles d'anciens esclaves pendant la reconstruction. La grande demeure tomba en ruine au fil des décennies, ses colonnes blanches s'effritant, ses jardins retournant à l'état sauvage.
En 1920, elle fut finalement détruite, les derniers vestiges de la gloire des Crowley disparaissant dans l'oubli. Mais certains objets survécurent. Une boîte à cigares, trouvée dans les décombres, contenait encore quelques cigares roulés à la main, maintenant desséchés et fragiles, et ils furent éventuellement donnés à un musée local d'histoire, étiquetés simplement comme « cigares de plantation, circa 1860 ». Personne ne savait que certains de ces cigares contenaient encore des traces de digital, que l'un d'eux avait été l'instrument d'un meurtre parfait. Benjamin Crowley mourut en 1908, à l'âge de 80 ans. Il avait vécu assez longtemps pour voir le début du XXe siècle, pour voir des automobiles dans les rues, pour voir le monde changer de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans sa jeunesse. Sur son lit de mort, entouré d'une petite famille qu'il s'était construite dans sa vie libre, il murmura quelques derniers mots que seule sa femme put entendre. « J'ai tué un homme une fois », dit-il, sa voix à peine audible, la nuit de l'élection. « Je pensais que ça me libérerait, mais ça a juste créé une autre sorte de prison. Une prison que je porte en moi. » Sa femme, qui ne connaissait pas cette histoire, serra sa main, confuse mais compatissante. Benjamin ferma les yeux, et pour la première fois depuis cette nuit de novembre 1860, il ressentit quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Le secret de ce qui s'était réellement passé cette nuit-là mourut avec lui. Les historiens qui étudiaient plus tard la période ne trouvèrent rien d'inhabituel dans la mort de Jonathan Crowley. Elle était listée dans les registres comme une mort naturelle, une des nombreuses tragédies personnelles qui se produisirent pendant cette période tumultueuse. Le fait qu'elle avait été un meurtre, méticuleusement planifié et parfaitement exécuté, resta enterré, comme tant d'autres secrets de l'époque de l'esclavage. Mais dans les quartiers d'esclaves, dans les communautés noires du Sud, certaines histoires continuèrent de circuler. Des histoires de résistance, de vengeance, de justice obtenue en secret. On racontait parfois l'histoire d'un esclave qui avait tué son maître avec ses propres cigares, la nuit où Lincoln fut élu. Les détails variaient d'une version à l'autre, les noms changeaient, les lieux devenaient vagues, mais l'essence de l'histoire restait, même dans les moments les plus sombres, même face au pouvoir absolu, la résistance était possible. Ces histoires n'étaient jamais écrites, jamais officiellement documentées. Elles existaient dans une tradition orale, transmise de génération en génération, transformée par le temps et la mémoire. Et peut-être qu'au fond, c'était approprié. Parce que l'histoire de Benjamin Crowley n'était pas seulement l'histoire d'un meurtre. C'était l'histoire de ce que l'esclavage faisait aux gens, comment il les brisait, comment il les forçait à faire des choix impossibles, comment il corrompait tout ce qu'il touchait. La vérité la plus troublante de cette histoire n'était pas qu'un esclave avait tué son maître. C'était qu'un système entier, soutenu par la loi, la religion et la tradition, avait créé les conditions où un tel acte pouvait sembler être la seule option. C'était qu'un homme intelligent et moral avait été réduit à devenir un meurtrier parce que toutes les autres avenues de justice lui étaient fermées. C'était que dans un monde profondément injuste, même les actes de résistance portaient un coup moral terrible. Des décennies après la mort de Benjamin, en 1955, un historien amateur explorant les archives du comté de Beaufort tomba sur une curiosité. Dans les registres de plantation de Riverside, il y avait une note étrange dans la marge, écrite d'une main différente de celle du reste du document. La note disait simplement « Le tabac connaît des secrets que les hommes ont oubliés ». L'historien ne comprit jamais ce que signifiait cette note énigmatique. Elle resta une curiosité mineure, mentionnée dans une note de bas de page d'un livre obscur sur l'histoire locale qui ne fut jamais largement lue. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire complète, pour ceux qui comprenaient ce qui s'était réellement passé cette nuit de novembre 1860, ces mots auraient résonné avec une signification profonde et troublante. Le tabac connaît des secrets, les cigares se souviennent, et l'histoire, même quand elle est enterrée, ne disparaît jamais vraiment. Elle attend simplement
patient comme le poison dans les feuilles séchées, prête à être redécouverte par ceux qui savent tout chercher. Voilà l'histoire de Benjamin Crowley et de la nuit des élections. Une histoire de justice, de vengeance, de choix impossibles et de conséquences inattendues. Vous venez d'entendre quelque chose que l'histoire officielle n'a jamais enregistré, quelque chose qui pourrait s'être passé exactement comme je l'ai raconté, ou qui pourrait être l'une de ces légendes qui contiennent plus de vérité que les faits officiels. Qu'en pensez-vous? Un tel événement aurait-il pu se produire? Un homme aurait-il pu commettre le meurtre parfait de cette manière, sous le nez de tous, en utilisant l'arrogance et les habitudes de son oppresseur contre lui? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette histoire est basée sur des faits réels, ou si c'est une légende née de l'imagination collective d'un peuple opprimé. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires oubliées, enterrées ou effacées de l'histoire officielle. Partagez cette vidéo avec ceux qui apprécient les mystères historiques et les récits qui défient notre compréhension du passé. Et si cette histoire vous a donné des frissons, si elle vous a fait réfléchir, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Parce qu'au final, la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir si cela s'est vraiment passé. La question est, pourquoi une telle histoire nous semble-t-elle si plausible? Qu'est-ce que cela dit sur l'époque où elle se déroule, et sur les systèmes d'oppression qui poussent les gens aux extrêmes? L'histoire de Benjamin Crowley, vraie ou légendaire, nous rappelle que l'histoire officielle n'est jamais l'histoire complète. Il y a toujours des voix qui n'ont pas été entendues, des actes qui n'ont pas été enregistrés, des vérités qui attendent, dans l'ombre, d'être découvertes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Restez curieux, restez critiques, et rappelez-vous, l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais les vaincus ont aussi leurs histoires. Elles sont juste plus difficiles à trouver.